Allez, bonsoir tout le monde. On est en direct avec Alexis Zikria et on interview Geoffroy Purcard, le patron de Victas pour la France et le Benelux. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir à tous. Bienvenue bonsoir Alexis. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Rapidement, Geoffroy, actuellement, tu es élu à Saint-Brévin au sport, patron de Victas France Benelux. J'ai vu que tu avais travaillé à la Fédé aussi au niveau marketing. Tu as été dirigeant, coach à Kremlin-Bicêtre. C'est ça? Je me trompe pas trop? C'est ça, ouais. Ok. Et puis, tu étais responsable Stiga auparavant. Voilà. D'ailleurs, on a prévu un petit jeu pour les personnes avec Alexis. On va citer toutes les marques pendant la soirée, donc que ce soit Cornillo, Tibar, Butterfly, Donic, voilà, comme ça, j'en ai pas mal. Et puis, c'est à celui qu'on aura cité le plus à la fin qui gagnera. On ne dit pas ce qu'on gagne. Voilà. Je te laisse commencer, Alexis. Tu as une question pour notre cher ami Geoffroy? Ouais, écoute, Geoffroy, déjà, merci d'avoir accepté de venir en interview, parler un petit peu. Est-ce que tu peux un peu te présenter, voilà, quel âge tu as, ta situation, et puis ton parcours pongiste jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc Geoffroy Purcard, 47 ans. Je suis né sur Paris, j'ai longtemps vécu en région parisienne, et maintenant, je suis expatrié dans l'ouest de la France, du côté de Nantes, et plus précisément à Saint-Brévin-les-Pins, en bord de mer. Voilà, donc je suis chargé du marché France pour Victas, ainsi que du Benelux, comme l'a dit Lagdar, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, mais également Roumanie et Bulgarie dorénavant. Je suis donc élu également à la mairie de Saint-Brévin et adjoint chargé des sports. Voilà, je suis né dans le tennis de table, puisque mon père était champion de France, une carrière également avec le show Sofetin Purcard. Ma mère était dirigeante de club au Kremlin-Bicêtre, avec une équipe notamment de Pro A. Et donc, je suis né là-dedans. J'ai commencé par le foot, mais j'ai vite bifurqué sur le tennis de table, où j'ai eu un niveau, on va dire, moyen. Je suis monté jusqu'à 500 Français. Aujourd'hui, je dégringole un petit peu, j'accumule les blessures. Et donc, je suis 17, j'espère remonter peut-être 18 en fin de saison. Mais en tout cas, je suis toujours passionné et je joue toujours. Il a perfé ce week-end à 18 contre Saint-Pazan. Il a fait une perf. Donc, il est bien parti pour atteindre son objectif. Donc, comme tu dis, tu as été bercé dans le tennis de table avec ta maman qui effectivement était dirigeante, ton papa numéro 1 français, c'est pas rien. Numéro 1 français avant qu'il soit détrôné ensuite par un certain Jacques Secrétin. Comment ça se passait à la maison quand tu étais gamin et que tu avais ton papa qui faisait des résultats et surtout qui faisait son fameux show et qui était pas là forcément beaucoup de soirs, je sais pas. Comment ça se passait? Alors déjà, mon père, c'était pas son travail, il était directeur des sports dans la commune du Kremlin-Bicêtre, et ses bureaux étaient situés dans le gymnase. Et donc moi, souvent, en quittant l'école qui était juste à côté, il y avait 200 mètres, et je me rendais dans le gymnase et je traînais dans le gymnase, alors pas forcément à jouer au ping, mais à courir un petit peu partout. Et c'était mon père qui me gardait à ces moments-là. Parfois, je rentrais à la maison et ma mère était femme au foyer, donc il y avait du monde aussi à la maison. Donc voilà, j'ai toujours tout de suite allé faire des tours au gymnase du Kremlin-Bicêtre. Et puis, à la maison, non. Alors, mon père, c'est vrai qu'il avait donc son travail, mais également donc les shows. Donc, il allait à travers le monde. Il partait effectivement plusieurs jours. Donc, moi, je suis né en 75. J'ai grandi dans les plus grandes années du spectacle, puisqu'on va dire dans les années 80, 90, c'était là quasiment le summum. Mais non, moi, je voyais, en sortant de l'école, je voyais quand mon père travaillait, je le voyais, donc je le voyais régulièrement. Donc, il n'y a pas eu de. J'ai vu mes deux parents sans aucun souci. Puis forcément, à la maison, toute la famille jouait
au ping-pong, que ce soit ma sœur, qui est aujourd'hui encore présidente du club du Kremlin-Bicêtre, mon père ou ma mère. Donc, les discussions, ça parlait de ping-pong, hein, pas forcément un peu du show Secrétin Purcar, également du club du KB, ou même de nos résultats personnels. Ce fameux show, il y a une anecdote à raconter. C'est comment c'est arrivé, comment parce que c'est l'idée de ton père où ça a germé. Il a formé ensuite un duo avec Jacques Secrétin. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de voilà comment la première fois, comment il a eu l'idée en fait, comment c'est venu? Alors mon père donc déjà a commencé le tennis de table très tard, donc il a progressé très tard. Il a progressé notamment sur des fédérations affinitaires et pas sur à la FFTT. Et donc, en fait, quand il a eu sa première licence, je crois qu'au bout de la première année, il atteignait déjà le niveau 15, pour ceux qui connaissent, donc quasiment, on va dire, top 100, 150 français, sur sa première licence, sur la deuxième après la première année. Donc voilà, il a progressé comme ça. En fait, sa progression est un peu coupée avec le service militaire. Et mon papa, parce qu'il est parti, le service militaire à l'époque durait longtemps, il est parti 3 ans en Allemagne. Et il a toujours eu le rêve de devenir aussi acteur, toujours aimé le spectacle. Et il commençait déjà dans le début des années 60, vu qu'il était un des seuls défenseurs à l'époque, d'être pris pour des tournées de l'équipe de France, de faire des différentes sorties, faire des démonstrations, promouvoir un petit peu la discipline. Jusqu'à ce départ au service militaire, et l'idée a germé petit à petit de faire peut-être un spectacle ou quelque chose de plus spectaculaire et intéressant, puisque les spectateurs sur ces tournées avaient tendance un petit peu à s'ennuyer. Au bout de 20 minutes de défense sur attaque, c'était joli, c'était beau, mais les néophytes s'ennuyaient un petit peu. Et il a commencé donc à vouloir former un duo avec un joueur qui s'appelait Robert Join à l'époque. Donc c'est comme ça que le spectacle a commencé. Et c'était justement c'est son adversaire qui était le drôle des deux. Mais voilà, on était vraiment au balbutiement du spectacle et pas du tout comme il arrivait, avec quelques drôleries, mais sans plus. Et puis donc ça a continué. Robert Join a arrêté et puis il était remplacé par un autre joueur de l'équipe de France qui était Paul Évrard, où ils ont commencé à tourner. Donc là, on est dans les années 65, 66. Et donc, il a tourné avec Paul Évrard, je crois, à partir de 67. Et voilà, le spectacle a évolué. Et puis, le vrai début, on va dire, il est sur une démonstration pour un cabinet d'assurance qui s'appelait la Providence. Et donc, voilà, mon père joue. Et puis, donc, il essaie de faire quelques pitreries, quelques jeux de mots, etc. pour l'assistance. Et mon papa se casse la gueule en jouant, tombe par terre et casse sa raquette. Et là, toute l'assistance, je ne sais pas combien il était, plusieurs centaines de spectateurs, éclatent de rire. Et voilà, alors que ce n'était pas prévu, mais vu qu'ils faisaient des drôleries, ils pensaient que c'était volontaire. Et voilà, puis mon père s'est dit, mais c'est une bonne idée, je vais commencer toutes les démonstrations avec une raquette cassée. Et voilà, et puis il a gardé ce sketch, et encore après avec Jacques, c'est toujours la première raquette truquée du spectacle, c'est toujours cette raquette cassée qui a lancé le show. Donc suite à cet incident à la Providence, il a commencé à truquer quelques raquettes. Donc il y avait la raquette cassée, il y a une raquette avec un trou, la raquette qui s'allonge télescopique. Et voilà, il a commencé à agrémenter les exhibitions de tennis de table avec quelques raquettes truquées. Voilà. Et après, forcément, là, ça a commencé à beaucoup plus fonctionner. Ils ont vraiment commencé à beaucoup tourner avec Paul Évrard. Et puis en 1973, il y avait une tournée de l'équipe de France. Mon père était plutôt en froid avec l'équipe de France, parce que c'était un personnage un petit peu atypique. Même s'il était le numéro 1 français à l'époque, il n'était pas toujours d'accord avec la fédération. Et là, il y a une tournée de l'équipe de France, c'est les débuts de Jacques Secrétin. Et donc, la fédération ne veut pas, sur ces démonstrations de l'équipe de France, ne veut pas de mon père.
Et c'est Jacques Secrétin qui était tout jeune, puisque en 73, je sais pas quel âge il a 23 ou 24 ans, Jacques. Ok. Et il impose, il dit si, moi je ferai la démonstration de la tournée équipe de France, mais je veux Vincent Purcar. Et donc voilà, commencent leurs premières exhibitions ensemble, leur premier duo. Et c'est vrai que la technicité de la précision et le niveau de Jacques Secrétin, qui est le nom, même s'il était encore à ses débuts, et avec le côté clownesque de mon père, a fonctionné tout de suite et ça a cartonné. C'était un peu risqué d'ailleurs pour Jacques Secrétin parce que il avait quelques années de moins que ton papa, donc encore en pleine, au début de en milieu de sa carrière, quoi. Ton papa était peut-être un peu plus en âge, un peu plus âgé, donc c'était quand même un risque. Ça, on a dû lui reprocher d'ailleurs. Ah oui, c'était un risque. Je pense qu'il a déjà pris des risques puisqu'il avait déjà la possibilité de faire peut-être une petite carrière de footballeur d'un bon niveau, Jacques Secrétin, puisqu'il était, il jouait, je crois, au Racing Club de Lens. Après, il pouvait être repéré par le Racing Club de Lens. Et finalement, il avait préféré continuer le tennis de table et plutôt mettre de côté le football. Donc, c'est déjà un premier risque. Et effectivement, d'imposer, on va dire, mon père dans cette tournée France, c'était un risque. Après, lui, il était incontournable. C'était le grand champion français qui était montant. Il était un peu l'incontournable. Mais voilà, il avait aussi une vision un peu différente de la DTN à l'époque. Et à dire, non, je pense que le développement du tennis de table, ça peut se faire via ces démonstrations et pas simplement des démonstrations juste au niveau avec les joueurs de l'équipe de France. Et donc, oui, il a pris ce risque-là. D'autres risques également, ils ont eu l'occasion de tourner aussi aux États-Unis, puisque déjà Las dès Vegas. 65, les Harlem Globetrotters contactent mon père parce qu'il voulait intégrer le tennis de table dans la tournée donc de basket notamment, même s'il n'y avait pas que le basket à l'époque des Harlem Globetrotters. Et, euh, dans les années 70 et un peu plus tard avec Jacques Secrétin, c'est le comédien américain Dean Martin qui triomphait à Las Vegas, qui leur propose pendant un an de rejoindre Las Vegas, de faire une démonstration par jour, quoi, du moins un morceau de démonstration par jour. Et là, Jacques Secrétin est en pleine carrière. Et donc ça, c'est un vrai choix. Et voilà. Et donc ils ont décidé de décliner l'offre. Alors pas simplement pour la carrière de Jacques, mais pour la famille et tout ce qui implique. Même si effectivement Marie et femme et enfant étaient invités aussi à vivre une année aux États-Unis. Mais voilà, pour la carrière de Jacques, c'était pas simple. Et cette fois-ci, il a mis en avant sa carrière de joueur de l'équipe de France. Okay. Dean Martin, petite parenthèse, il faisait partie pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que on a notre âge aussi, messieurs, il faisait partie du club des quatre avec Sammy Davis Jr., Frank Sinatra et il y en a une autre, donc ça montre le niveau aussi de reconnaissance par rapport à ce que faisait ton papa. Le show, c'est un peu notre Madeleine de Proust. Enfin, moi, j'ai commencé avec ça. Donc c'est aussi pour ça que je suis très content de t'avoir ici, Geoffroy. Et petit point d'arbitrage, c'est Claude Bergeret au départ qui fait l'arbitre. Alors, il y a eu différents arbitres. Oui. Forcément, bon, la plus célèbre pour nous pongistes, c'était Claude Bergeret, un champion du monde en 1977 avec Jacques Secrétin en double mixte. Faut savoir qu'au début, encore une anecdote, mais sur le show, j'en ai des centaines des anecdotes. En fait, Claude Bergeret et également son père qui était à la fédération étaient totalement opposés. Voilà, on parle toujours aujourd'hui de l'opposition entre le ping-pong, le tennis de table, le sport de camping, le sport de haut niveau, etc. On se bat un petit peu par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on dit ping-pong, souvent les gens nous reprennent en disant non, tennis de table. On ne sait pas spécialement où se placer, même si moi, j'ai pas peur de dire ping-pong. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi le débat à l'époque où beaucoup de personnes, la fédération et beaucoup de personnes estimaient que le show Secrétin Purcar était une mauvaise image du tennis de table, le côté drôle et loisir et loin du côté compétition que la fédération voulait mettre en avant. Et Claude Bergeret, qui était aussi une championne montante et peut-être influencée aussi par les dires de l'époque, était plutôt opposée, complètement même opposée au spectacle. Et finalement, elle l'a rejoint avec brio, le duo de Jacques et de Vincent. Il y a une autre anecdote qui est sympa aussi. C'est
beaucoup ne le savent pas, mais ton père a un frère jumeau, c'est ça? Oui, Et est-ce que tu peux nous raconter, il y a une anecdote que tu m'as racontée il y a un petit temps, je sais tout euh, pour dire, oui. par rapport à ses absences du travail. Ouais. Alors là, on arrive, il y a plusieurs anecdotes avec son frère jumeau. Donc effectivement, mon papa avait un frère jumeau qui était aussi joueur de tennis de table d'un bon niveau, puisqu'il est monté à plus que 15. Je me demande s'il n'a pas été 10, mais en tout cas au moins 15, qui a été longtemps plus fort que mon père, qui était également défenseur. Et jusqu'au service militaire, comme je vous l'ai dit, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Dans la voix également. Alors là, il y a double anecdote. Il y a une anecdote où un jour où mon père était un petit peu moins fort encore que son frère jumeau. Ils ont fait une compétition en Coupe Davis et mon père était malade, était incapable de jouer et voilà, ils ont interverti. Ils ont interverti et c'est mon oncle donc, qui a joué la rencontre décisive qui leur a apporté la victoire 3-2. Donc ça, c'est sur une compétition plus importante. Mais voilà, ils l'ont avoué quelques temps après, ça a fait rire. Voilà, c'est la seule fois que mon père a triché parce que c'était quelqu'un de très droit. Et donc voilà, c'est une anecdote, mais celle où je pense qu'Alexis voulait dire, c'est au Kremlin-Bicêtre. Donc, comme je vous l'ai dit, mon père était directeur du service des sports et son frère jumeau était son adjoint. Donc, tous les deux étaient au bureau ensemble, l'un en face de l'autre. Et c'est vrai que par rapport aux choses secrètes d'un Turcar, mon père pouvait être absent quelques jours à l'autre bout du monde, en Chine, au Japon, en Allemagne ou à l'autre bout de la France, et était parfois absent. Mais par chance, son frère était là pour le remplacer, et par rapport parce qu'ils avaient la même voix exactement, et des fois, effectivement, les gens n'y voyaient que du feu. Mon père était absent, mais c'était mon oncle qui prenait la voix, et la voix, il l'avait, mais il prenait le rôle de mon père qui était absent et qui faisait croire qu'il était bien là. Effectivement, c'est quelqu'un de bien droit, ton papa, hein. Bravo. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était plus facile, ouais. Maintenant, ce serait impossible, je pense, de faire ce genre de choses. Dernière chose, je reviens sur ta famille parce que il y a un truc qui m'a particulièrement touché. J'avais vu le film ADN de Mai Wen où elle retourne au pays pour être en contact avec ses racines et ses sources premières. Tu as fait la même chose, mais je savais même pas en plus que tu étais originaire d'une famille des pays de l'Est. Oui. Et tu as fait ce voyage et tu as rencontré des cousins, des tantes. Tu peux nous en parler un petit peu? On finira le chapitre familial là-dessus, mais je trouve ça magnifique. Oui, alors c'est vrai que les origines de mes grands-parents, mes grands-parents sont nés en Slovénie, donc ex-Yougoslavie. Et voilà, ils ont fui le régime de Tito. Alors, ils ne se connaissaient pas, mais ils se sont rencontrés au niveau de la forêt d'Orléans, dans le centre de la France, puisque mon grand-père, ils avaient fui, ils s'étaient retrouvés, non, mais ils se trouvaient là-bas en France. Et voilà, ils se sont mariés, et donc ils ont eu mon père comme enfant. Donc voilà, mes origines étaient slovènes. Alors à la maison, moi, je le savais, hein, quand Yougoslavie jouait en sport à la télé, j'aimais bien suivre leurs résultats. Mais c'est vrai que mon père n'a jamais parlé de ses origines, d'une part parce que ses parents, quand ils sont venus en France, ont estimé qu'il fallait qu'ils épousent complètement les coutumes, les traditions françaises, et se refusaient de parler la langue slovène donc, à la maison. Donc voilà, mon père, je pense qu'il connaît zéro mot de yougoslave ou de slovène. Mais voilà, je connaissais ses origines. Je sais que mon père est retourné 2-3 fois en Slovénie. Il a fait des démonstrations à Ljubljana et revoir la famille. Et voilà, donc moi, je n'ai pas spécialement recherché mes ancêtres du côté de mon père. Et puis voilà, je me suis amusé sur Facebook à être ami avec plein de Turcars. Alors, dès qu'ils sont de ma famille et d'autres qui ne sont pas de ma famille.
Et ce qui m'a donné l'envie, poussé aussi par ma femme, d'aller découvrir la Slovénie. Et donc voilà, nous sommes allés cet été découvrir ce super pays. Vraiment, je conseille à tout le monde, c'est vraiment super, c'est très vert, c'est très nature. Et ben de recontacter des anciens membres de ma famille, de les retrouver. Et voilà, j'ai eu l'occasion de voir les cousins germains de mon père, donc qui ont dans plus de 80 ans, d'aller chez eux dans un lieu-dit qui s'appelle Purcace, non, justement au nom des Purcars, on appelle le village des Purcars. Et voilà, je suis rentré dans la maison et voilà, il y avait des photos de mes grands-parents et de mon père et mon oncle partout dans la maison. Et ça m'a fait plaisir, on a été reçus comme des rois là-bas. Et même pour tes filles, c'est bien parce que elles voient comme ça la filiation. Et enfin, moi, j'ai grandi sans trop voir mes grands-parents et bon, c'est bien pour tes filles. Ben justement, je vais m'intéresser plutôt à l'homme que tu es, je crois. Je sais que tu as fait ton service militaire et que tu es supporter du PSG. Tu es élu à Saint-Brévin et Saint-Brévin est terre d'accueil pour les JO. C'est bien ça? Ça consiste en quoi, en fait, terre d'accueil? Alors, on n'est pas terre d'accueil, on est terre de jeu. Terre de jeu. Ben, c'est un label qui a été lancé par Paris 2024 pour promouvoir les jeux, promouvoir le sport et puis de servir des Jeux olympiques comme tremplin du développement du sport. Donc voilà, nous, forcément, au niveau de Saint-Brévin, on a postulé. En gros, postuler et candidater, c'est pas grand-chose, c'est juste remplir un dossier. Et voilà, mais après, c'est se marier avec cette idée d'olympisme et cette volonté de développer le sport et de laisser quelque chose après les Jeux olympiques, pas juste organiser les Jeux olympiques et que le soufflet retombe juste après. Et donc voilà, donc on a obtenu ce label et on a eu la chance, la commune de Saint-Brévin, d'être décerné 1000e commune labellisée terre de jeu. Et donc nous avons eu la chance de recevoir une délégation olympique menée par Tony Estanguet et Thierry Ray, le judoka, qui est multiple champion olympique, médaillé olympique. Voilà, et donc le label terre de jeu, c'est des opérations qui pour mettre en avant ces Jeux olympiques, les faire vivre et également développer le sport. Donc nous essayons d'organiser sur la ville de Saint-Brévin des manifestations avec ce label, mais également différents projets. Là, on est en train de travailler sur un livre dans notre communauté de communes sur le sport, l'histoire du sport dans notre communauté de communes. Voilà, autour forcément des valeurs de l'olympisme et des sports olympiques. Il y a Antoine Comboiré qui réside à Saint-Brévin aussi, je crois. Enfin, oui, tout à fait. Il a manqué de m'écraser à vélo. Ah mince. C'est le coach du FC Nantes. Vous êtes labellisé dans quel sport exactement? En fait, c'est une labellisation globale. C'est pas un sport. On peut être, ce que disait un petit peu Lavac tout à l'heure, centre de préparation aux Jeux Olympiques. Nous, okay. on n'a pas candidaté jusqu'à aujourd'hui pour recevoir une délégation. Donc, même si on a quelques infrastructures plutôt sympas sur Saint-Brévin et la proximité de la mer, mais voilà, certaines villes ont postulé pour recevoir une délégation olympique dans une discipline, parce que pour postuler, il faut choisir son sport. Donc, sur le tennis de table, je sais que par exemple, Hennebont a postulé, pas mal de villes aussi d'Île-de-France ou de France. Nous, on n'a pas spécialement postulé pour ça. Juste, on est label terre de jeu et on essaye de faire vivre la passion du sport, la passion des Jeux olympiques et de passer le message du comité olympique. D'accord. Saint-Brévin, il y a le centre Jacques Secrétin et j'allais dire Geoffroy Burkhardt et Vincent Porcard aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, en gros, il y a eu un centre. En fait, on accueille sur la ville de Saint-Brévin les stages du Football Club de Nantes et les stages Jean-Vincent. Donc, des stages de foot tout l'été. Donc, de jeunes footballeurs qui viennent. Donc, c'est historique sur la commune. Et l'endroit où ils venaient tous les étés était un camping. Et cette partie du camping devenait un petit peu vétuste et vieillissante.
Et c'est vrai que ces stages étaient beaucoup de communes voisines souhaitaient pouvoir les recevoir chez elles. Et donc, le maire de Saint-Brévin a décidé d'ouvrir et de créer, de construire un nouveau complexe avec donc 80 lits, donc possibilité d'hébergement et de dormir sur place, tout ce qui est service de restauration avec une cantine, voilà, pour accueillir des stagiaires de multidisciplines. C'est vrai que dans les discussions, le nom de mon papa pour ce centre avait été avancé, puisque ça reste une figure locale, même si il a vécu beaucoup de temps sur la région parisienne, mais il passait plusieurs mois, 3 ou 4 mois par an à Saint-Brévin. Et donc voilà, la ville a proposé de donner ce nom-là, du moins c'était le brainstorming. J'ai refusé parce que je venais d'être un jeune élu adjoint au sport sur la ville de Saint-Brévin, et je trouvais que c'était politiquement, on va dire, incorrect de donner le nom de mon papa dès mon arrivée. Donc voilà, donc on a repoussé ça. J'ai dans un premier temps refusé. Et puis, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur un nom. On a proposé différents noms, que ce soit sur le sport ou d'autres. Donc voilà, ce dossier a tenu quelques mois, jusqu'au décès de Jacques Secrétin. Et voilà, et donc suite au décès de Jacques Secrétin, donc je suis allé à l'enterrement le lundi. Lundi, c'est le bureau municipal, donc les élus de la majorité se retrouvent et prennent quelques décisions. Donc j'étais absent, ils ont profité de mon absence pour reproposer un nom et proposer le nom de Vincent Turcard et Jacques Secrétin à ce centre. Et donc voilà, de mon retour sur Saint-Brévin, monsieur le maire m'a appelé et m'a dit on a une autre proposition à te faire. Et là, cette fois-ci, j'ai accepté. Oui, les absents toujours tort. Ouais, Lagdar, c'est à toi, tu voulais poser une question? Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on te connaisse davantage, Geoffroy, parce que tu es vraiment plus que ton nom de famille, justement, tu es plus que le fils de Vincent Turcard, dans le sens où tu as vraiment fait ton chemin à toi et à ta manière aussi. Après, je peux tout à fait comprendre ta décision par rapport au nom de ton père sur le centre. Après, c'est peut-être aussi tombé dans l'extrême inverse. Mais bon, ça se respecte. Parce que tu as travaillé à la Fédé, au service marketing, je crois, à l'époque. J'avais vu aussi une interview de toi avec Claude Bergeret où vous parliez du départ de Marie Migaud au Japon. D'ailleurs, si vous la trouvez sur YouTube, elle est très intéressante, sur l'expatriation notamment. Donc là, actuellement, patron de Victas France, Benelux, Roumanie et Bulgarie. J'ai moins creusé la question de la Roumanie et de la Bulgarie. Partenaire de la Fédé, donc comme Cornillo, hein, il y a d'autres marques aussi, mais moi, je t'avouerais que c'était une grande surprise sur moi, comme pour beaucoup de Français et Françaises. Tibar, le partenaire plus ou moins historique de l'équipe de France, et Geoffroy arrive et boum, Victas s'impose. Vous avez vaincu. C'est Victas. Comment, sans dévoiler les grandes lignes, comment ça se passe dans ces cas-là? Comment on arrive à imposer Victas? Alors, bon, c'est un petit peu mon parcours, parce que comme tu l'as dit, moi, j'ai passé des diplômes, quoi, un bac B à l'époque, et économie. Puis parti sur le commerce pour être manager de rayon dans la grande distribution. Donc voilà, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai commencé à travailler chez un grand distributeur dans la grande distribution, les hypermarchés. Et voilà, et la fédération ouvrait, voulait créer une boutique pour vendre ses produits dérivés, en créer tout ce qui est livres, vidéos, mais également maillots de l'équipe de France. Voilà. Donc, forcément, avec mon contexte familial, je connaissais des gens à la fédération qui connaissaient aussi mon caractère, ma passion pour le ping-pong et puis mes compétences, on va dire, commerciales. Et donc, je suis rentré à la fédération au service promotion. Il y a la boutique du ping à l'époque, c'était à Montrouge.
Voilà, j'ai dû faire 11 ans, je crois, à la fédération. Donc après, les missions sont élargies sur la communication, sur du marketing, et notamment sur le contrat équipe de France. Donc effectivement, je participais aux appels d'offres qui ont été lancés, donc je connaissais plutôt bien le dossier. Et puis ben, j'ai été approché par une marque d'isotable très connue qui est suédoise pour travailler pour eux et pour faire les mêmes missions que je fais aujourd'hui pour Victas pour eux. Donc je les ai rejoints. J'ai essayé d'avoir aussi à ce moment-là l'équipe de France. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, et donc j'ai rejoint un nouveau challenge, un nouveau défi avec la marque japonaise Victas, qui était une jeune marque, puisqu'on a 11 ans d'existence, pour un nouveau défi. Et je me suis dit, mais pour se faire connaître, on a besoin d'un gros coup. Est-ce que l'équipe de France, ça pourrait pas être l'occasion? Donc j'en ai discuté avec ma direction, avec Peter Franz, un joueur international allemand avec de nombreux titres de champion d'Europe et autres, avec l'équipe d'Allemagne qui a également joué en Pro A, je crois, à Pontoise et à Caen, me semble-t-il. Ouais, comment aussi il a aimé l'idée. On l'a proposé à notre direction japonaise, à Koji Matsushita, Monsieur Kodama, donc la grande direction japonaise, qui eux n'avaient que l'équipe du Japon sous contrat. Ouais. Et voilà, ils ont dit bingo. Et voilà, et on a postulé à cet appel d'offres de la fédération et on a gagné. Et donc voilà, on est partenaire de l'équipe de France au moins jusqu'à 2024 après les Jeux Olympiques à Paris. Et voilà, et c'est un grand coup de projecteur sur notre marque. Quand tu parles de se faire connaître, c'est au niveau français ou au niveau européen? C'est quoi le but quand on sponsorise l'équipe de France? C'est quoi la stratégie? Alors, le marché mondial, c'est vrai que l'Europe représente une toute petite partie du marché mondial du tennis de table. Comme on le sait tous, les Asiatiques sont très forts, hein, la Chine, mais pas que, la Corée, le Japon et autres. Et c'est vrai que moi-même, quand je suis arrivé chez Victas, je connaissais à peine la marque, j'avais juste vu des vidéos avec Victas derrière. Mais il faut savoir qu'au Japon et en Asie, ben, la marque est très connue puisque le groupe Victas avait deux marques, donc la jeune marque Victas qui venait de lancer et la marque TSP qui est plus connue puisqu'elle date de 1931 et voilà, et qui était une des plus grosses marques en Asie. Donc voilà, donc il y avait cette grosse notoriété en Asie, au Japon et en Asie, et par contre une notoriété moindre en Europe et également en France. Donc voilà, dans l'objectif, il était de se faire connaître notamment en France et en Europe. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'obtenir l'équipe de France. Ok. En quoi consiste voilà, tout ce qui est sponsoring avec les équipes de France? On parle des jeunes, des seniors. Comment on doit revêtir le maillot sur les différentes compétitions internationales et nationales? Ça marche comment? Alors, ben, les règles sont assez compliquées, puis on a connu pas mal de changements d'épreuves avec le WTT ou autre. Mais donc voilà, donc les joueurs doivent porter le maillot équipe de France, que ce soit dès qu'il y a un regroupement équipe de France, y compris à l'entraînement, au départ, à l'aéroport, s'il y a des conférences de presse. Dans le cas de l'équipe de France, ils doivent porter les tenues France, alors les maillots, mais on a des tenues, on va dire, plus de ville ou sportswear pour les à côté. Et donc voilà, donc quand il y a un regroupement France, les joueurs ont l'obligation de porter les tenues Victas. Voilà, quand ils sont aussi envoyés par la fédération sur des compétitions internationales, ils doivent revêtir quand ils sont dans le cadre de l'équipe de France, le maillot France. Ok. Et sur les supports, de mémoire, ils doivent être au minimum 3, raison pour laquelle, derrière toi, on en voit 5. Il y en a un qui est caché, c'est ça? Donc, si t'en caches, voilà, si t'en caches 3, on est hors la loi, c'est ça? Oui, c'est à partir de 2.
C'est À deux, partir de deux, d'accord. un double, ça fonctionne. Ils sont équipe de France. Donc, je peux utiliser la photo de deux joueurs et le casque. Là, effectivement, c'est la notion équipe de France et c'est à partir de deux. Juste pour une petite précision, hein, pour synthétiser ton précédent propos, sortie équipe de France, ça veut dire championnat d'Europe par équipe, championnat du monde par équipe. Ça va être les JO, c'est Lacoste. Tu m'arrêtes et tu me corriges, hein, si je dis une bêtise. Donc tout ce qui est rassemblement, compétition internationale, équipe de France. Par contre, quand ils font des pro tours à l'étranger, des WTT, là c'est leur sponsor personnel, c'est ça? Alors, pas tout le temps. Il y a différentes règles qui sont montées avec la fédération. Euh, les, euh, les joueurs ont un historique différent avec la fédération, ont des conditions différentes avec la fédération et avec eux. Donc, c'est pas toujours le cas. Certaines compétitions individuelles type WTT, ils peuvent de temps en temps le faire dans leur propre sponsor. Et sinon, pas avec le maillot Victas de l'équipe de France. D'accord. C'est ça. Il y a des conditions qui peuvent être différentes selon les joueurs. Je sais que par exemple, on voit Simon Gauzy, on le voit quand même assez souvent en Andro, plus qu'en Victas, contrairement à d'autres joueurs, par exemple. Ouais. Ouais, Ouais, parce qu'il a raté la sortie. Oui. Donc, ok. Et donc, il y a eu la sortie d'un maillot, de nouveaux maillots, deux maillots en bleu et en rouge. Content des ventes, ça se vend bien? Oui. Alors, on a eu un petit peu peur quand on a eu l'équipe de France. On a travaillé avec la fédération sur un design par rapport aux souhaits que nous on avait, par rapport aux souhaits que eux ils avaient. Il fallait forcément un maillot plutôt à tendance bleue et un maillot à tendance rouge. Et, euh, et Victas souhaitait aussi casser les codes, casser les choses qui étaient faites jusque-là. Puis c'est un petit peu, si vous voyez le logo Victas, c'est un V qui est cassé au milieu. Et justement, on veut casser les codes et innover. Et voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, on a voulu se rapprocher sur un coloris bleu qui était bleu foncé, qui était aussi plus tendance. Et aujourd'hui, on voit que toutes les équipes de France, que ce soit football, rugby ou autre, ont tendance à jouer avec un bleu très marine. Donc, c'était la volonté, sans perdre également le design japonais, qui est assez coloré, avec pas mal de motifs. Et donc, voilà, on a trouvé un mix entre les deux. C'est vrai, je ne vous cache pas qu'avant la sortie officielle, on était un petit peu inquiet parce que c'était assez novateur. Également, la tenue rouge dans un rouge assez flashy qui tend des fois, parfois légèrement vers le rose. Également avec un short de même couleur rouge. Alors, en général, en tennis de table, les shorts, c'est du bleu marine ou du noir. Donc voilà, on essayait d'innover, de faire quelque chose de nouveau. On était un petit peu inquiet jusqu'à la sortie. Puis quand on a présenté donc forcément c'était validé par la fédération. Mais lorsqu'on l'a montré aux joueurs lors de séance photo officielle qui a eu lieu sur un regroupement équipe de France, et ben tous les joueurs ont trouvé top. Certains on préfère largement la tenue rouge à la tenue bleue traditionnelle, y compris avec le short rouge. Donc là, on était rassurés déjà si à partir du moment où le staff de l'équipe de France et les joueurs adhèrent à la collection, ben, déjà on a gagné. Et puis ben, ça s'est traduit dans les ventes, puisque sur la première année, même la première année et demie, on a vendu beaucoup, a priori beaucoup plus que les collections de l'équipe de France précédente. Mais ce qui nous a amené des problèmes, puisque au bout d'un an et demi, on était en rupture et là, on a reçu il y a un mois à nouveau un réassort de tenue équipe de France. Mais oui, pendant plus de 6 mois, on était en rupture totale. C'était un petit peu embêtant, mais bon, voilà, c'était suite à ce succès. D'accord. Ok. Vous tombez aussi à la bonne période. Hein. Tu as eu le nez quand même parce que il y a l'éclosion des frères Lebrun, Paris 2024 qui arrive. Le titre de champion d'Europe en double de Manu et Janan, que je salue d'ailleurs, je l'ai vu la semaine dernière. Des bons résultats et qui forcément rejaillissent sur l'image de Victas.
Oui, c'est sûr que bon, après c'est une question de timing, un peu de chance également. Bon, on va dire que la chance sourit aux audacieux. Mais c'est vrai que l'émergence des frères Lebin, Manu, Gianan, Pritika qui arrive, tous les Oui, joueurs, c'est une aubaine pour l'équipe de France, pour le tennis de table. Voilà, forcément, euh, je défends ma paroisse et la marque Victas, mais l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt du tennis de table. On a tous intérêt à ce que l'équipe de France tourne et ait des bons résultats pour avoir davantage de joueurs, de licenciés, d'avoir davantage de présence au niveau média. Ça rejaillit sur tout le monde, sur les joueurs, les éducateurs et forcément le marché commercial du tennis de table pour toutes les marques. Donc voilà, effectivement, on est très content des résultats ces derniers mois de l'équipe de France et on est impatient d'en voir encore plus sur les mois prochains. Et au Portugal aussi, oui, il y a eu d'excellents résultats. Là, j'ai vu, on fait 6 médailles. Félix fait encore une médaille d'or en simple, une médaille d'or en double. Hugo Deschamps, tu avais interviewé Alexis, toi aussi tu as le nez, hein, fait une médaille, il me semble. Donc des très bons résultats pour les. Il y a Nathan Pilar aussi, je le salue, qui fait une médaille. Donc des très bons résultats pour les U15 et les U19 français. Voilà, il n'y a pas que les Lebrun, enfin même si leur jeunesse est admirable, mais derrière aussi, ça suit et confirme que la France est une très bonne école de tennis de table. Sûrement une des meilleures au monde et peut-être la meilleure en Europe depuis déjà pas mal d'années. C'est vrai qu'on on avait l'habitude d'avoir des titres au CEJ sur les cadets, les juniors garçons. Maintenant, on commence aussi à avoir des résultats en filles là-dessus. C'est vrai que ce qui était le plus compliqué, c'était de passer entre la catégorie junior et pouvoir performer au niveau senior. Mais voilà, ça arrive, c'est de bon augure et c'est top. Alors, je rebondis là-dessus, sur ce que tu dis, Geoffroy, parce que on en avait parlé avec Christophe Legout, d'ailleurs, ce qui faisait que en cadet, junior, les Français éclataient, étaient très très forts, et qu'en senior, c'était le fameux débat, on n'avait pas les mêmes résultats. Il se trouve que maintenant, justement, avec Alexis, avec Pretica, avec Félix, ils confirment ce qu'ils ont fait en junior et même en senior, ça tape le numéro 4, le numéro 3 mondial. C'est fini tout ça. Maintenant, la France s'impose sur le devant de la scène. Cocorico. Ouais. C'est quoi ta... Ouais. Vas-y, Il y Alexis. avait une question? Pardon. Non, je voulais savoir un peu sur tout ce qui était sponsoring, comment tu fonctionnais, quelles étaient les têtes d'affiche au niveau mondial et en France aussi? Alors, sur le plan mondial, forcément, vu qu'on est une marque japonaise, notre tête d'affiche reste Kokiniwa. Le palmarès qu'il a et surtout le jeu spectaculaire et la notoriété qu'il a au Japon et en Asie. Liam Pitchford, donc l'anglais, également le slovaque Wang Yang qui joue en France, le coréen Wang Wujin ou l'allemand Bénédicte Duda. Voilà, on va dire nos têtes d'affiche chez les garçons. Chez les filles, également Han Ying, par exemple, Yang Xiaoxin de Monaco. Voilà, on a Linda Bergström qui évolue aussi en France avant, qui est suédoise. Donc voilà nos têtes d'affiche sur le plan international. En France, je suis chargé du marché français, on n'arrivait plus récemment. Donc moi, j'ai voulu plutôt essayer de miser sur des plus jeunes. Alors, on a au niveau catégorie junior, senior, junior et senior, des joueurs comme Vincent Picard ou Michel Sabi. Mais on a plutôt voulu mettre l'accent sur des plus jeunes. Voilà, donc il y en a pas mal. Chez les féminines, il y a Nina Yuozeng, qui est multiple championne de France en catégorie Benjamin minime et qui performe chaque week-end.
Chez les garçons, il y a également Axel Bossis qui est également dans le groupe France. Et chez encore les plus jeunes, Quentin Sandona, Noah Tessier. Voilà, et j'en oublie d'autres chez les garçons et chez les filles, mais voilà, on a essayé de miser davantage sur les jeunes, les accompagner dans leur progression. Il va falloir trouver un... Ah, ouais, vas-y, je t'en prie. Je fais juste un petit clin d'œil par rapport à ça parce que bon là on a cité la vitrine, les célébrités, mais parce que tu t'intéresses à tout le monde, Geoffroy. Je sais que tu as fait un contrat coach à Mathieu Bisol aussi de Saint-Peuzade. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu l'as rencontré ce week-end. J'espère que ça ne changera rien à votre contrat. C'est pour ça que j'ai laissé gagner. Voilà, non, mais c'est très bien. Je te laisse la parole, Alexis. Non, je disais, Kokiniwa, il va falloir lui trouver un remplaçant peut-être. Ouais, alors là, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je n'ai pas de scoop à vous apporter. Si ce n'est qu'il y aura, on va dire, un joueur ou une joueuse qui va nous rejoindre en début d'année. Forcément, je ne peux pas donner de nom aujourd'hui. Mais bon, comment? Non, je pense. Ça commence par quelle lettre? Non, je plaisante. Donc, je précise que Kokiniwa a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale à 28 ans. Tout à fait. Donc voilà, Kokiniwa, c'est une figure. Donc voilà, je ne suis pas dans les secrets des dieux japonais pour savoir si on aura une autre tête d'affiche qui va le remplacer. Bon, après, je crois qu'avec Pitchford ou Douda, on a déjà de quoi faire. L'objectif de Victas, il n'est pas de cumuler des têtes d'affiche, il est vraiment de miser sur moins de joueurs, mais vraiment avec les profils que l'on veut nous. Quand on travaille pour une marque japonaise, quand on fait du sponsoring, on fait très attention à ce qu'on fait en termes d'attitude, de comportement. Enfin, dans le tennis de table, on a rarement eu des scandales, mais le sponsoring à la japonaise, c'est un sponsoring qui est très attaché à l'éthique, aux valeurs du sport, à la personne. Alors sur la partie sponsoring, je vais pas pouvoir te répondre. Je maîtrise pas suffisamment la culture japonaise là-dessus. Après, moi, je le vois sur la façon de travailler. Oui. Les Japonais, c'est vraiment tout est ultra pointu pour n'importe quelle décision, un nouveau produit, un prix, la position d'un. Je suis aussi responsable pour Victa de tous les stands sur les compétitions internationales et de savoir où je place mon revêtement V15 ou mon revêtement V22. Si je l'ai déplacé au dernier moment parce qu'il y a un pylône qui me gêne dans mon stand qui est placé au milieu, si je le bouge de 40 cm à ce qui était prévu, à ce que j'avais prévu moi-même, la direction japonaise le voit. Vraiment, tout est millimétré, tout est calculé et vraiment, on est dans le détail et c'est assez impressionnant. Ils sont forts là-dessus. D'accord. Ok. Koji Matsushita, tu en as parlé tout à l'heure, ça a tout de suite fait tilt. C'est un ancien congiste, il a été très très fort. C'est un défenseur. Ouais, il a joué en France. Oui, il a joué en France, ouais. Ouais, c'est sans doute peut-être, on va dire de l'ère moderne, le plus grand défenseur de tous les temps. Nous, on se rappelle je suis d'accord. de Zhou Siyuk ou autre. Ouais. Mais voilà, au niveau mondial, je pense que c'est dans la longévité, même au classement mondial, je pense que c'est Koji Matsushita qui est monté le plus haut. Voilà, un jeu extraordinaire, spectaculaire. Et c'est lui, donc il est rentré dans le groupe, dans notre groupe japonais en 2010 en tant que PDG. Et donc, dès 2011, c'est lui qui lance la marque Victas. Wow. C'était son souhait de lancer cette marque. Voilà. Okay. Moi, j'ai plus de questions, Alexis. Moi, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. On va bientôt s'arrêter. Et j'ai une question, une chose particulière. Quelque chose qui manque au tennis de table, c'est tout ce qui est VIP. De faire des tournois avec des célébrités. Il y a eu à un moment donné au Luxembourg, au jardin du Luxembourg à Paris, un tournoi avec des politiques.
Je sais que Nicolas Sarkozy, François Hollande s'affrontaient. Moi, je trouve ça génial. Et il y a eu aussi dans les années 90 le fameux tournoi des gentlemen. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ça se passait aussi à Paris, Geoffroy, puisque ton papa en était aussi à l'origine. Oui, tout à fait. Non, effectivement, c'était le créateur du tournoi des gentlemen. Il a créé ça en 1977. Je pense que la première édition était déjà à Coubertin, donc pas loin du Parc des Princes. Clin d'œil à mon équipe de cœur, le TFC. Bon, je ne cache pas, la deuxième équipe, ça reste le FC Nantes. Ça marche. Et effectivement, l'idée de rassembler des vedettes autour du tennis de table. Et donc voilà, ça fonctionnait tout de suite. Donc c'était un tournoi avec toutes les recettes qui étaient reversées à des associations caritatives. Comme le Téléthon, un peu. Voilà, alors toutes les premières années, c'était sur la recherche contre le cancer notamment. Il y a eu le Secours populaire et il y a dû y avoir d'autres associations. Et donc voilà, c'était faire venir avec ce côté caritatif, faire venir des personnalités autour de tennis de table, les faire s'affronter, les faire affronter également des joueurs de l'équipe de France, puisqu'il y a différents tableaux. Il y a les tableaux messieurs, femmes, mais également le tableau une vedette avec une célébrité. Donc voilà, il y a eu beaucoup de célébrités. Jean Rochefort? Oui, Jean Rochefort, Luis Fernandez, ouais. Des politiques, des acteurs. Les Miss France. Ouais, les Miss France, puisque mon père connaissait bien Geneviève de Fontenay. Et voilà, alors pour vous dire quelques noms et surtout ceux qui étaient le meilleur en tennis de table. Alors forcément, Yannick Noah était très fort, mais bon, avec le tennis, ça aide. Ouais. Mais tous les sportifs en général on est doué dans un sport, on est quand même pas maladroit dans les autres sports et des joueurs de foot comme Luis Fernandez était également très doué. Ouais, pas mal. Hein. André Dussolier, donc Jean Rochefort qui était pongiste également, qui a eu une licence. Le batteur du groupe Téléphone, dans le guitariste du groupe Téléphone, j'ai un trou de mémoire qui était dans The Voice. Bon, bref. En tout cas, il y avait vraiment du beau monde et surtout en qualité et en quantité. Il y avait vraiment sur chacune des éditions, c'était impressionnant. Oui, il y a la télé qui se déplaçait. Il y a plus d'une centaine de vedettes, du showbiz, de la chanson, du cinéma, du sport, etc. Il y a aussi la télé qui venait, pas mal de retombées également. Ouais. Et ça se terminait souvent par un show Secrétin pure carte aussi, à la fin. Tout à fait. Et c'est vrai que pour l'anecdote, mon papa a eu l'occasion de tourner dans plusieurs films, notamment dans le film Courage Fillon avec Jean Rochefort et Catherine Deneuve. Ah oui. Et en fait, le contact s'est fait sur ce tournoi des gentlemen où Jean Rochefort, un de ses rêves quand il était enfant, c'était de devenir champion de tennis de table. Moi, mon père, c'était de devenir acteur. Et voilà, et quand Jean Rochefort a vu le show Secrétin pure carte, il a été, qui mêlait et des talents d'acteur et des talents de sportif, a été impressionné et c'est là qu'il a demandé à mon papa de rejoindre le casting du film et de pouvoir relancer dans le film Courage Fillon. Voilà. Louis Bertignac. Voilà, Louis Bertignac. Ouais, qu'on trouve un grand Merci Google. Oui, c'est ça. Un grand fan de ping-pong. Parce qu'il a même eu l'occasion de faire un tournoi des gentlemen à Saint-Denis, dans la salle de l'US Saint-Denis, à la raquette. En tout cas, je trouve que c'est des super moments et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, vu aussi parce que j'ai récupéré pas mal d'images de ton papa. Je trouve que ça manque au tennis de table je trouve que c'est un sport qui rassemble et justement, je te parlais de politique qui pouvaient s'affronter sur une table de ping-pong. Moi, je trouve ça génial. Adversaire dans la vie politique et pouvoir jouer un match. Je sais que Nicolas Sarkozy est un très bon joueur de tennis de table d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y a Paul Pogba,
Patrick Bruel, qui était aussi, qui venait toujours au tournoi des gentlemen. Exact. Non, il y a Patrice Laffont, très bon. François Mitterrand avait une licence à l'époque, donc il n'a pas fait le tournoi des gentlemen, mais il avait une licence de prongiste. Donc, ouais, non, du beau monde. Tout le monde a joué un jour dans sa vie au ping-pong, même souvent, des fois, en club. Non, il y a eu pas mal d'éditions du tournoi des gentlemen. Il y a eu quelques coupures, pareil, des brouilles avec la fédération ou autre. Mais il me semble, j'ai été approché par la fédération ces derniers mois où il y a peut-être la volonté de relancer cela. Donc, pour l'instant, l'idée n'a pas encore germé plus que ça, mais il y a cette volonté au niveau de l'équipe fédérale, peut-être de relancer ce tournoi des gentlemen. Ok, ben ça serait une bonne nouvelle en tout cas, si c'est le cas. Je sentais une main tendue d'Alexis vers toi, Geoffroy, pour justement essayer de refaire émerger ce projet. Je le sentais comme ça. C'est vrai que ce serait bien, il y a plein de pongistes qui nous en parlent et oui, puis c'est une vitrine, quoi. Voilà. Okay. C'est pas juste une vitrine, je peux dire que c'est un garage. Ouais. Je peux dire que chez moi, j'ai toutes les archives de ce tournoi, même du show Secret Purcar, et des photos du tournoi de gentlemen de toutes ces célébrités raquettes en main. J'en ai des cartons et des cartons. D'ailleurs, c'était dans un garage que ton père confectionnait ses raquettes. Bricoleur qu'il était, c'est ça? Ouais, mon père était très bricoleur et très créatif. Hein. Forcément, il a créé le spectacle, créé les raquettes, il faisait tout lui-même. Et effectivement, dans son garage, qu'il bricolait les raquettes. Alors, eh ben, super. Il créait ses raquettes, mais il avait aussi une sacrée culture au niveau de l'histoire du tennis de table. Notamment cette vidéo-là avec Stade 2, où il explique l'histoire du tennis de table, l'histoire du matériel. Parce que dans beaucoup de bouquins, d'ailleurs, j'ai lu que ça avait commencé, le premier nom, c'est Pam Pam, alors qu'en fait, non. Il y a différents... Wifwaf, Gossima, ouais. Il y a pas mal de noms. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup, Geoffroy, parce qu'en plus, tu nous as raconté les choses comme je te connais. Je sens vraiment aucun écart. Merci pour tout ce que tu nous as raconté ce soir. Moi, je te dis merci, Alexis. Merci, Lagdar. Merci, Geoffroy. Et la prochaine fois, on a qui la prochaine fois? Eh ben, Agnès. Ouais, et et Anne Boileau. Anne Boileau, voilà. J'étais grand fan d'elle quand j'étais gamin. Donc c'est un petit personnel. non, j'adore Agnès. Merci, voilà. Geoffroy, en tout cas. Je vous remercie, c'est moi. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Allez, bonne soirée. Oui. Salut.